c'est à la fois une interrogation et une affirmation. Et j'aime bien laisser planer cette ambiguïté. En fait, la thématique dont je vais vous parler s'inscrit dans un champ beaucoup plus global qui est celui de la neuroesthétique. La neuroesthétique qui s'intéresse aux fondations neurales de l'expérience esthétique dans toutes ses dimensions, avec son approche qui peut être à la fois de l'ordre du raisonnement, de la réflexion, et puis le champ des émotions qui peut s'exprimer, ainsi que le plaisir esthétique. Et tout ça, c'est ce qui fait que cette expérience esthétique est particulièrement riche. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur des aspects neuronaux, non pas basiques au sens littéral du terme, mais je vais pas évoquer des choses qui sont en dehors des approches scientifiques rigoureuses. Alors, voilà le plan. Je vais d'abord vous parler de l'organisation du cerveau. Désolé pour ceux qui ont déjà des éléments de connaissance, mais des petits rappels de base peuvent être quand même intéressants. Ensuite, j'évoquerai ce qui est plus mon champ d'activité en tant que chercheur, qui est la neuroplasticité, notamment celle qui est liée à la pratique, à l'expérience. Et puis, justement, je parlerai de pratique des arts et de plasticité cérébrale. Alors, commençons par l'organisation du cerveau. On peut toujours évoquer, pour parler de la complexité du cerveau, évoquer un peu ses composants. Vous voyez que le cerveau... Alors, attends, je reviens en arrière. Mais il faudrait que je me place différemment pour que le laser puisse être opérationnel. Alors donc, le cerveau, en quelques chiffres, il pèse en moyenne entre 1,3 et 1,4 kg. Son volume est d'environ 1400 cm3. Ça ne vous dit rien. Moi non plus, pas vraiment. C'est pas le plus intéressant. Par contre, regardez, il représente environ 2% du poids total de l'homme, alors qu'il consomme 20% de son énergie totale. Ça vous dit l'importance de cet organe. Ensuite, évidemment, il y a 80 à 100 milliards de neurones dans le cerveau, c'est-à-dire, et là, si on veut s'épater un petit peu, on va dire, autant que d'étoiles dans la Voie lactée. Vous voyez, c'est une façon de se dire, waouh, quel organe riche en éléments neuronaux. Alors, les neurones sont interconnectés par des synapses qui leur permettent d'échanger des informations. 10 000 milliards de synapses dans 1 cm3 de cerveau humain, avec environ 1000 milliards de contacts synaptiques dans le cortex cérébral qui, si on le déplie, fait à peu près entre 1,8 et 2 mètres carrés. Donc ça nous donne déjà des indications sur la complexité des éléments cellulaires. Alors, les éléments de base dans le cerveau, ce sont à la fois les neurones et les cellules gliales. Et on parle assez peu des cellules gliales finalement, ce qui est tout à fait injuste. Alors, les neurones, bon, vous savez probablement que voilà, ils ont un corps cellulaire avec des dendrites sur lesquels, on verra tout à l'heure, il y a des petites épines qui font former des contacts qui sont le siège des contacts avec des synapses. Ces synapses, on les retrouve aussi à la terminaison de l'axone, donc de la fibre, et ces synapses vont permettre d'établir des contacts avec des neurones voisins, ce qui fait qu'on a un enchevêtrement de neurones extrêmement complexe dans le cerveau et en particulier dans le cortex cérébral. Je vous parlais des cellules gliales. Il y a 40 ans, les gliales, c'est la glu, c'est des cellules dont on supposait qu'elles servaient uniquement de cellules de soutien, d'où cette idée de cellules gliales, de la colle. Mais on a découvert par la suite qu'elles jouent un rôle fondamental, et notamment ces oligodendrocytes qui sont des cellules gliales qui sont chargées de former une gaine autour des axones. Et on verra tout à l'heure que cette gaine joue un rôle important dans la conduction, dans la transmission des influx nerveux. Il y a également des astrocytes qui font le pont entre les vaisseaux sanguins et les neurones pour leur apporter des nutriments. Ça, c'est leur rôle fondamental. Et joue aussi un rôle dans la cicatrisation, ces cellules gliales. Puis vous avez la microglie qui joue un rôle, disons, un peu militaire et qui élimine aussi les débris des cellules qui dégénèrent. Alors, je poursuis avec cette information. Si on mettait toutes les fibres nerveuses du cerveau bout à bout, on obtiendrait un segment long de 150 000 à 180 000 km, c'est-à-dire 4 fois le tour de la Terre.
Alors tout ça contenu dans un cerveau qui n'est pas si grand que ça, évidemment. Et les cellules gliales sont 10 à 15 fois plus nombreuses que les neurones. Pourquoi? Parce que des neurones très actifs sont des neurones qui sont en demande métabolique. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de nutriments, et c'est les cellules gliales, les astrocytes, qui vont leur apporter. Alors le cerveau, au cours de son développement, a dû faire face à un besoin de développer, de complexifier des tâches, puisque vous savez, bon, le bébé, son champ sensorimoteur et cognitif est relativement limité, et il va se complexifier de plus en plus. Pour répondre à ces besoins, eh bien, le cerveau va se spécialiser en hémisphère gauche, en hémisphère droit, avec traditionnellement ce clivage entre un hémisphère droit, vous voyez, qui est plus impliqué dans les activités symboliques, dans la vision globale, dans le non-verbal, dans l'image, dans aussi ce qui permet de donner une tonalité affective aux paroles que l'on peut produire, alors que l'hémisphère gauche, lui, c'est plus l'hémisphère de la rationalisation, de la logique, de l'analyse. Il faut savoir que c'est assez caricatural, quand même, comme division, et puis qu'il y a des interactions permanentes entre ces deux hémisphères. Donc les séparer comme ça fonctionnellement, c'est un peu artificiel. Mais bon, c'est une façon traditionnelle de présenter les choses. Ah, je reviens en arrière, pardon, ça va trop vite. Alors le cerveau, je vous l'ai dit, il doit graduellement se complexifier pour faire face à un certain nombre de choses, qui sont par exemple apprendre à lire, apprendre à marcher, apprendre à interagir socialement, apprendre à raisonner, à calculer, à anticiper, etc. Et puis, avec un développement sensorimoteur de plus en plus complexe. Pour répondre à toutes ces tâches, il a fallu qu'il se spécialise en différentes régions qui ont une affectation fonctionnelle principale. On le voit ici pour, par exemple, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Et en fait, cette spécialisation-là, c'est un petit peu à l'image d'une entreprise. Vous savez, quand une entreprise est de petite taille, tout le monde fait un petit peu la même chose. Et à mesure que l'entreprise se développe, on va créer des départements différents, avec des tâches distinctes. Le cerveau fait la même chose. Il va se spécialiser. Alors, traditionnellement, on a les aires de Brodmann, 52 aires de Brodmann qui ont été identifiées et qui sont toujours là comme référence dans les études d'imagerie cérébrale notamment. Et on va voir qu'en fait, ça, c'est un petit peu dépassé. Pourquoi c'est un peu dépassé? Je vais vous l'expliquer maintenant. Il y a une technique qui a été mise en œuvre depuis quelques années maintenant, qui est l'IRM de diffusion. Et cette IRM, elle a comme particularité de pouvoir imager les faisceaux de fibres dans le cerveau. Tout à l'heure, je vous ai parlé des neurones, du corps cellulaire des neurones. On s'est longtemps intéressé à cette structure. On a négligé aussi les voies de communication. Les autoroutes de l'information dans le cerveau, c'est bien les fibres, les axones, qui peuvent être très très grands d'ailleurs, qui véhiculent les informations partout dans le cerveau. Et grâce à cette méthode, qui permet d'imager l'orientation des petites gouttelettes d'eau le long des fibres, eh bien, on peut avoir une représentation du trajet des différentes fibres dans le cerveau. Donc ça, c'est l'IRM de diffusion, et ça, c'est la méthode de tractographie. Alors, le cerveau est hyper connecté, on le voit ici, on voit ces trajets, ces fibres. Donc ça, c'est la substance blanche qui va permettre de faire communiquer entre elles des régions parfois distantes, soit proches, soit distantes. Et évidemment, c'est très pratique, parce que si on veut, en ce moment, je suis en train de vous parler, de vous regarder, d'essayer au minimum de ne pas dire de bêtises. Et tout ça, ça peut se faire que parce que les différentes régions spécialisées dans mon cerveau sont en interaction permanente. En interaction permanente grâce aux faisceaux de fibres qui leur permettent de communiquer. Alors vous voyez cette apparence en pelote un peu désorganisée, en pelote très touffue, montre bien qu'il y a des trajets nerveux dans chaque hémisphère, et entre les hémisphères, il y a des voies de communication qui sont aussi importantes. Alors je disais que les aires corticales, on
on en avait avec Brodmann identifié 52, mais aujourd'hui on n'en est plus à 52, on en est à presque 200. Pourquoi? Grâce aux techniques de tractographie que je viens de vous décrire, on a essayé d'identifier des zones fonctionnelles dans le cortex qui sont en fait sur la base de leur communication, c'est-à-dire de la myéline et des trajets des fibres blanches qui les font communiquer entre elles de façon préférentielle. Alors on identifie des régions comme ça de spécialisation générale et de sous-spécialisation qui amènent à ces 180 aires corticales. Et ça s'inscrit dans un projet, le Human Connector Project, qui a permis eh bien, de rechercher tout le maillage, d'identifier tout le maillage dans le cerveau humain. Il y a 3 types de connectivité cérébrale. Je vais vous en reparler tout à l'heure, donc c'est bien en IRM fonctionnel, ce que l'on fait, c'est que l'on va voir au cours du temps les régions qui sont activées simultanément. On va dire, le sujet réalise une tâche dans le scanner IRM, eh bien, quelles sont les régions qui sont actives au moment où le sujet réalise la tâche. Ça permet donc d'identifier ces structures. Ça, c'est la connectivité fonctionnelle. Il y a également la connectivité structurelle qui, elle, permet de déterminer, ce que je disais tout à l'heure, les liens anatomiques entre différentes régions, grâce au tenseur de diffusion. C'est donc les faisceaux de substances blanches qui sont identifiés, c'est le maillage entre les différentes régions, les liens anatomiques. La connectivité fonctionnelle, je vous en ai parlé. Et puis il y a aussi la connectivité effective, c'est-à-dire quelles sont les interactions causales entre les différentes structures impliquées dans une même tâche. C'est une chose de dire les structures sont impliquées à un moment donné quand le sujet veut réaliser une tâche, ça peut être de lecture, de calcul mental, peu importe. C'en est l'autre de dire il y a des corrélations plus importantes entre telle et telle zone, et en fait l'information, eh bien, elle va d'abord démarrer ici, puis ensuite elle se déplacer là. Vous voyez, on est dans une compréhension de la dynamique du fonctionnement du cerveau. Et il ne faut pas non plus passer à la trappe le fait que les neurones, lorsqu'ils sont synchronisés, lorsqu'ils ont une activité cohérente, ils vont produire des rythmes que l'on peut identifier par leur fréquence. Et ces rythmes jouent un rôle important puisqu'ils assemblent en réseau dynamique des régions distantes du cerveau. C'est-à-dire que des régions qui sont coactivées, activées de façon synchrone dans une tâche donnée, eh bien, elles vont avoir tendance à pulser en même temps, à avoir des ondes qui les lient par justement la temporalité de leur activité. Et, on le sait depuis fort longtemps, les ondes cérébrales sont une signature des états de conscience. Par exemple, vous voyez que pour les ondes gamma, dans cette gamme de fréquences de 25 Hz à 65 Hz, sont les ondes de fréquence la plus élevée, eh bien, on parle de méditation avancée, de résolution de problèmes, de l'expression de la créativité. Pour les ondes bêta qui sont plus lentes, c'est l'éveil, l'activité courante. Pour les ondes alpha, on est dans la relaxation, dans l'éveil calme, voire la méditation de pleine conscience, ou une hypnose légère. Pour les ondes bêta, encore plus lente, c'est la relaxation profonde. Et puis pour les ondes delta, c'est le sommeil profond. Donc toutes ces activités-là sont la signature des états de conscience du cerveau, du niveau de vigilance aussi. Alors, la neuroplasticité maintenant. Venons-en à cette partie-là de la présentation. Cette neuroplasticité, eh bien, elle va s'exprimer au niveau du neurone lui-même, je vais y revenir, au niveau des fibres, des voies de communication, au niveau des zones d'activation dans le cerveau, mais également au niveau des rythmes. Donc il faut retenir cette idée que les régions du cerveau seront assemblées en réseau dynamique, variables selon les individus, c'est-à-dire selon leurs expériences, selon leur vécu, et selon les époques de la vie. Donc nos expériences les plus marquantes, les plus saillantes, vont être imprimées dans le cerveau, dans sa structure anatomique et fonctionnelle. Ces régions sont façonnées ainsi par l'expérience. C'est ce qui fait que nous sommes tous pareils, mais en même temps tous très différents. Alors la neuroplasticité, déjà au premier niveau, c'est celui de la synapse. C'est celui de la synapse. Ici, au bout de la terminaison synaptique,
eh bien, on a une libération de substances chimiques, de neuromédiateurs, qui, s'ils sont libérés en grande quantité, vont induire une multiplication des sites récepteurs dans la partie qui est en face de la synapse, par exemple sur l'épine d'une dendrite, ici, où ces synapses vont se former, et la transmission va être modulée, plus ou moins forte. Ça, c'est un premier niveau de manifestation de la plasticité synaptique. Ensuite, il y a la temporalité qui est extrêmement importante. J'ai évoqué la temporalité tout à l'heure, mais là, le principe de Hebb, formulé en 1949, c'est que les neurones qui sont actifs ensemble ont tendance à se connecter ensemble. Et si on procède à une extension du principe, l'expérience simultanée de deux événements renforce les connexions entre les neurones dans les régions du cerveau que cette expérience soit. Je vous parlais de synchronisation tout à l'heure. Les neurones qui ont tendance à pulser simultanément vont renforcer leurs interconnexions. Et ça, c'est important. C'est un mécanisme de la neuroplasticité. Attention, parce que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les neurones qui vont avoir tendance à se désynchroniser dans leur activité, ils vont se déconnecter les uns les autres. Les connexions synaptiques vont s'affaiblir, vont même s'altérer, les synapses vont régresser, et c'est ce qui se passe quand on a appris quelque chose, on est performant, puis ensuite on arrête de s'entraîner, la performance diminue. Pourquoi? C'est pas juste parce que comme ça on arrête de s'entraîner, non, c'est parce que dans le cerveau, vous avez un retour en arrière des transformations qui ont permis l'amélioration de la performance. Donc, arrêter de s'entraîner, arrêter d'être actif, induit une détérioration de la connectivité cérébrale. Voilà, l'expérience dissociée de deux événements affaiblit les liens entre les régions du cerveau, ainsi désynchronisées. Ça, c'est le mécanisme de temporalité. J'en ai maintenant des choses qui sont connues depuis les années 60, 70, qui ont été bien étudiées chez les rongeurs en particulier. C'est qu'en fait, lorsque l'individu est placé dans une situation où il interagit énormément avec son milieu, eh bien, il y a une multiplication sur ces dendrites, ces ramifications dendritiques, des petites épines dendritiques qu'on voit ici, et qui sont les sites de contact synaptique avec les autres neurones. Donc, le nombre d'épines des dendrites qui vont former des sites qui vont être les deux synapses, de contact synaptique, se développent, se multiplient. Voilà, ça c'est ce qu'on a appris aussi chez les rongeurs, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'animal est exposé à un milieu appauvri, on voit que les ramifications dendritiques sont en train de se raréfier alors qu'elles se multiplient chez l'animal qui est en interaction avec son milieu ou ses congénères. Là chez les rongeurs, là chez les petits singes. On voit que les épines sur les dendrites sont très nombreuses ici, dans ce cas-là, alors que chez l'animal qui est isolé, eh bien, ces épines sont beaucoup moins nombreuses. Et donc les contacts synaptiques, moins nombreux également. C'est-à-dire que le traitement de l'information dans le cerveau est beaucoup moins efficace. Et ce qui est vrai chez le rongeur et chez le singe, c'est vrai chez l'homme aussi. Alors, la morphologie des fibres, ça c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. C'est qu'en fait, les gaines, je vous parlais de la myéline tout à l'heure, cette gaine qui entoure les axones des neurones, et l'ensemble forme la substance blanche, eh bien, elle est susceptible d'une plasticité. Ça fait qu'à peu près 10 ans que l'on sait ça. Et donc, c'est aussi la cartographie de diffusion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de repérer les trajets de ces fibres, qui nous a montré, avec des études beaucoup plus précises aussi, que, eh bien, il y a un remodelage de la myéline, et ce remodelage de la myéline, eh bien, il est important parce que plus la gaine est épaisse autour des neurones, et plus l'information, l'influx nerveux est transmis rapidement. Ce qui évidemment va avoir une importance quand vous voulez, je ne sais pas, par exemple, jouer au piano et exécuter de plus en plus rapidement la partition, eh bien, vous allez devoir être beaucoup plus rapide. Et cette rapidité, elle est rendue possible justement parce que, sous l'influence de l'expérience, eh bien, la gaine va se modifier. On a un épaississement de la gaine de myéline lorsque le neurone est actif et que l'influx nerveux circule fréquemment, et au contraire, lorsque cet influx nerveux est beaucoup moins présent,
où il circule beaucoup moins, parce que le neurone est moins actif, on a un amincissement de la gaine de la myéline. Les oligodendrocytes, qui sont les cellules gliales qui forment cette gaine, myélinisent 8 fois plus de neurones actifs que ceux qui restent silencieux. Ils renforcent ainsi les circuits d'information les plus pertinents, ceux qui sont qui forment le maillage entre les neurones, entre les structures qui sont impliquées dans une tâche donnée. Le degré de myélinisation contrôle la vitesse de propagation des signaux le long des axones. Les gaines plus épaisses accélérant la transmission, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc très important. Et ça, c'est aussi une manifestation de la plasticité morphologique des neurones. Encore une fois, une découverte relativement récente. Alors, parlons un peu du cœur du sujet, c'est-à-dire comment la pratique des arts transforme le cerveau. Je voulais éventuellement parler d'art-thérapie, mais je ne vais pas le faire, puisque je crois que vous avez une conférence à ce sujet plus tard dans la journée. Alors, ce qui est intéressant de se dire quand même, c'est que la pratique des arts sollicite l'ensemble du cerveau. C'est une expérience multisensorielle, sensorimotrice, cognitive et émotionnelle. Et là, on a par exemple l'exemple du peintre qui est en train d'imaginer comment il va peindre son tableau, et vous voyez qu'il y a à la fois la mise en jeu de la créativité, d'une pratique et d'une expérience artistique, d'une certaine dextérité, qui à la fois qui met en jeu les mouvements, qui met en jeu la capacité à traiter les couleurs, à les appliquer, à anticiper, à donner libre cours à son imagination aussi. Donc c'est une activité extrêmement complexe. Chaque pratique artistique, on peut la considérer comme un engagement du cerveau et du corps qui fonde une expérience multiple et unique. Alors on peut très bien imaginer un ensemble de processus qui sont mis en jeu. La planification, les actions, l'attention évidemment, et puis la perception, les actions, les mouvements, l'évaluation des gestes qui sont produits, la mémorisation en lien avec l'expérience qui est accumulée, en lien avec le vécu, et puis les émotions, ce qui donne une sorte d'état préconscient, de conscience plus ou moins développée du processus artistique dans lequel on est engagé. Et vous avez là une idée un petit peu de toute la complexité des différents processus qui peuvent être mis en jeu. Alors, on va venir un petit peu aux toutes premières études. Là, je fais un petit peu d'autocitation, si vous permettez, ce sera la seule fois, pour vous dire que dans les années 90, alors qu'on imaginait que le cerveau adulte était totalement immuable, on a découvert qu'en fait, ça n'était pas le cas, et que le cerveau des adultes continuait d'être malléable pendant toute la vie, y compris jusque durant la sénescence, même si cette plasticité est beaucoup moins active au fil du temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné des petits singes à effectuer une tâche de dextérité manuelle. Ces petits singes, comme peut-être vous pouvez le voir, ils ne sont capables que de produire que des mouvements globaux des mains pour attraper des objets. Ils ne développent pas de mouvements individualisés des doigts. Ça ne leur est pas nécessaire. Je ne dis pas que ça ne leur est pas possible, ça ne leur est pas nécessaire dans leur biotope. On les a entraînés à une tâche qui leur demandait d'extraire une petite boulette de nourriture de puits, soit des tout petits puits qui nécessitaient d'insérer un ou deux doigts, soit alors de puits plus larges, avec un mouvement très large, engageant toute la main. Donc là, tâche facile et tâche de plus en plus difficile. On s'est aperçu qu'au bout de quelques semaines d'entraînement à cette tâche, eh bien, les singes développaient une dextérité manuelle. Et dans la zone du cortex somesthésique qui traite les informations liées au toucher, on a observé que les doigts particulièrement entraînés dans cette tâche, ici le doigt 2 et 3, eh bien, la conséquence de cet entraînement, c'est que les zones de représentation dans le cortex somesthésique étaient beaucoup plus larges chez l'animal entraîné par rapport à l'animal témoin, comparé les zones jaunes et les zones vertes, qui sont les régions où les neurones répondent aux stimulations cutanées provenant des doigts correspondants 2 et 3. Et l'autre modification importante, c'est qu'en fait, ici on a divisé vous voyez les phalanges distales, médiales, proximales. En fait, pour ces deux doigts 2 et 3, les phalanges distales
les champs récepteurs sur ces phalanges devenaient beaucoup plus petits. Ça veut dire quoi? En fait, ces champs récepteurs représentent les zones, les petits territoires de peau sur les doigts pour lesquels les neurones sont particulièrement sensibles. Chaque neurone a son propre territoire, on l'appelle un champ récepteur. Et donc, les champs récepteurs devenaient plus petits, un plus grand nombre de neurones pour traiter ces informations particulièrement pertinentes pendant l'apprentissage. Tout cela entraînait une meilleure acuité tactile, une meilleure aussi dextérité manuelle. Donc c'est à la fois sensoriel et moteur. J'y reviendrai tout à l'heure sur la dimension motrice. Ça a donné lieu à tout un courant de recherche chez l'homme, avec les techniques d'imagerie, qui ont corroboré ces observations chez l'animal. On voit ici, par exemple, chez des musiciens, que les zones de représentation des doigts qui sont en contact avec les cordes, ici donc du violon, eh bien ces zones de représentation sont élargies dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand nombre de neurones qui va traiter ces informations qui sont particulièrement importantes pour l'artiste. Et il a été aussi démontré que ces transformations sont d'autant plus importantes que l'âge de début de l'apprentissage était précoce. Donc plus on apprend tôt, et plus ces manifestations-là sont marquées dans le cortex. J'en reviens à la tâche de dextérité manuelle. Elle a non seulement des conséquences sur l'organisation des cartes dans le cerveau qui traitent les informations sur le toucher, mais aussi des régions motrices qui sont en charge de commander les mouvements, de provoquer les contractions musculaires. Là, c'est la zone de représentation de la main. Chaque zone ici représente, vous voyez ici les doigts en rouge, les doigts et l'avant-bras en vert, et le poignet en orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on stimule ces régions-là, on a des mouvements, par exemple dans les régions en vert, on a des mouvements des doigts et l'avant-bras. En rouge, uniquement les mouvements des doigts. On ne peut pas demander au singe d'exécuter sur commande un mouvement. Par contre, si on injecte un tout petit courant dans le cortex moteur, on va avoir des contractions musculaires différenciées. C'est comme ça que l'on a conclu que cette zone, eh ben, c'est la zone qui permet de commander les muscles qui vont produire une flexion, une extension des doigts. Et on voit bien en comparant que chez les animaux qui effectuent la tâche difficile, ici, eh bien, on a une surreprésentation des doigts qui sont impliqués dans cette tâche. Lorsque la tâche est simple, ici, eh bien, la représentation motrice des doigts est beaucoup plus réduite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas nécessité de développer une dextérité manuelle si la tâche est simple. Vous voyez qu'on a un cerveau qui s'adapte dans ses représentations sensorielles et motrices en fonction des particularités de la tâche à accomplir. Donc la tâche qui requiert dextérité manuelle induit des changements corticaux qui sont sélectifs, on l'a vu. C'est uniquement les doigts impliqués dans la tâche qui sont concernés par ces transformations. Là, ici, il s'agit d'une étude qui concerne l'apprentissage du piano. On s'est intéressé avec une méthode de stimulation magnétique du cerveau aux représentations justement dans les régions motrices du cortex. Cette fois-ci, c'est pas comme chez le singe où on peut injecter un micro-courant avec une électrode. Là, c'est une stimulation magnétique, un champ magnétique qui va induire des courants dans le cerveau. Et on voit qu'avant l'expérience, où la main entraînée à un exercice au piano qui dure 20 minutes, versus la main non entraînée, on n'a pas de différence dans les populations de neurones qui vont commander le mouvement de la main. Au troisième jour après ce type d'entraînement, on voit qu'avant de commencer l'entraînement, les cartes sont identiques, mais après l'entraînement, pour la main entraînée, on voit qu'il y a de plus grandes populations de neurones qui sont impliquées dans la tâche. On se pose la question, est-ce que cet effet-là est durable? Eh bien, on constate que après 5 jours d'entraînement, juste avant de passer à l'exercice sur le piano, les zones de représentation ne sont pas si différentes que ça finalement. Alors qu'après l'exercice, après 20 minutes d'entraînement, on voit encore un élargissement plus marqué pour la main entraînée. Donc la surface des cartes motrices s'agrandit seulement avec la main entraînée, mais cet effet
ne semble pas durable, puisque vous voyez que d'un jour à l'autre, avant l'entraînement, on ne constate pas de grosses différences. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation des zones de représentation, mais ce phénomène a été réversible. Hein, on est revenu en arrière. Au bout de 5 jours, les cartes avant entraînement sont peu modifiées, c'est ce que je viens de vous dire. Alors on s'est posé la question, mais à plus long terme, que se passe-t-il? Eh bien, à plus long terme, on voit ici que juste avant l'entraînement, on voit que les zones de représentation motrice sont de plus en plus grandes. Ça veut dire qu'on a, pour un entraînement qui persiste pendant plusieurs semaines, eh bien, une augmentation des représentations motrices. Cette augmentation est très significative. Donc, on a recruté beaucoup plus de neurones pour effectuer cette tâche qui est complexe. L'entraînement continu induit une plasticité durable. On a vu qu'un entraînement de courte durée induit une plasticité qui est réversible. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un travail qui date des années 2000, lorsque c'était aussi une tâche au piano, lorsque la tâche est très très automatisée, on a quelque chose qui a priori surprenant, c'est-à-dire que, vous voyez ici, des régions qui sont impliquées dans les mouvements de la main sur le piano, chez un sujet contrôle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un pianiste aguerri. Et ces régions-là, c'est des régions qui sont impliquées à la fois dans le mouvement, dans les sensations cutanées, les sensations de mouvement, dans l'anticipation et la programmation des mouvements des doigts. Regardez, chez le pianiste, confirmé, ces mêmes régions quasiment sont activées, mais les activations sont beaucoup plus réduites. C'est-à-dire que chez la personne qui est hyper entraînée, il n'est plus besoin d'activer autant de ressources neuronales dans le cortex pour effectuer la tâche. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas imaginé ce phénomène il y a quelques années encore. Et ça veut dire qu'au fond, si on prend le cas du pianiste qui a développé une forme de virtuosité, il n'a plus besoin de superviser consciemment ses mouvements. Tout est automatisé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une libération maintenant pour l'interprétation musicale, pour le ressenti, le plaisir esthétique. La personne n'est plus, j'allais dire, contrainte de vérifier que ce qu'elle fait est conforme à la partition. Vous voyez? Et le cerveau, encore une fois, il s'adapte. Puisque tout ça, c'est devenu facile automatisé, ces automatismes sont relégués à des circuits sous-corticaux. Le contrôle conscient n'est plus nécessaire. Lorsque la tâche complexe est maîtrisée, le recrutement neuronal se réduit dans le réseau sensorimoteur qu'elle sollicite. Alors parlons un petit peu des cartes tonotopiques. Peut-être que le conférencier précédent a évoqué cette question. Dans le cerveau, vous avez une représentation des sons selon leur fréquence, en forme des bandes, comme ça dans le cortex auditif primaire et secondaire. Vous avez des neurones qui sont sensibles à une fréquence, les voisins à une fréquence beaucoup plus lente, et puis vous voyez, ici encore, les neurones ne codent que des fréquences qui sont de l'ordre de 125 Hz. Vous avez tout un gradient comme ça, qui fait que chaque bande de fréquence est codée selon une organisation topologique, donc on parle de tonotopie dans le cortex auditif, comme tout à l'heure, je vous ai montré l'organisation des cartes pour les doigts, c'était l'organisation somatotopique. Là, c'est tonotopique. Alors, est-ce qu'elle peut bouger, cette carte? Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'oreille absolue, alors j'apporte pas la réponse, mais ces cartes peuvent bouger et la perception auditive peut s'améliorer sous l'influence de l'expérience. Regardez ici. Ça, c'est encore une fois, les expériences princeps ont été effectuées chez l'animal. Il s'agit d'un rongeur qui a été soumis à une écoute attentive d'une fréquence de 5 kHz. On voit que dans sa carte auditive, on a ici le code couleur qui vous indique que ces neurones codaient pour 1 kHz, 2 kHz, et graduellement jusqu'à 32 kHz, 32 000 Hz. L'animal, lorsqu'on l'expose pendant plusieurs heures à 5 kHz, on voit qu'on a une spécialisation dans le cerveau pour cette bande de fréquence de 5 kHz. C'est-à-dire que l'animal, on l'oblige à être attentif parce que c'est très important, sinon il ne se passe rien. Mais si l'animal est dans une écoute très attentive, eh bien, ces neurones vont se caler sur l'expérience sensorielle du moment très importante. Ils vont développer cette sensibilité de codage ici. La question que vous pourriez vous poser, c'est mais est-ce que c'est au détriment du codage de votre fréquence
qui voient leur représentation corticale diminuer, là, je n'ai pas la réponse. Alors, justement, dans l'aire auditive du musicien, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une augmentation du volume de la matière grise dans le cortex auditif. Et que cette augmentation, elle est liée à l'âge du début de l'entraînement justement ces instruments avant. Il s'agissait de clarinette, saxo, flûte traversière, trompette. Quand on dit augmentation de la matière grise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plus de neurones impliqués dans la tâche et probablement aussi plus de cellules gliales qui viennent assister ces neurones dans leur activité métabolique, pour répondre à leurs besoins métaboliques. On a aussi des modifications du volume du cervelet chez les pianistes. Alors le cervelet, chez eux, le cervelet est globalement plus volumineux, avec aussi une corrélation entre l'intensité de la pratique et le volume du cervelet, on le voit ici. Plus la pratique quotidienne est importante en temps, et plus l'augmentation du volume est marquée. Et le cervelet, il faut savoir qu'il joue un rôle très important dans la coordination des doigts, des membres. Il joue important dans la synchronisation et dans les apprentissages aussi, ainsi que dans la coordination entre les mouvements des yeux et les mouvements de la main. Donc vous voyez que c'est vraiment une structure cible dans ce type de situation, et elle manifeste une augmentation de volume. Alors, ici, une expérience intéressante, lorsque une personne joue un morceau de musique, et que cette personne n'est pas spécialement entraînée à jouer du piano, lors de l'écoute du morceau de musique qu'elle a exécuté, eh bien, seules les aires auditives sont actives, seul le cortex auditif, seuls les neurones du cortex auditif sont impliqués dans cette écoute musicale. Maintenant, si on compare avec une personne qui a été entraînée à jouer une mélodie, lors de l'écoute musicale du morceau appris, les aires motrices sont aussi activées. On parle de l'écoute, elle n'exécute aucun mouvement. Ça veut dire que chez le pianiste qui a guéri, eh bien, un réseau s'est constitué entre les aires auditives et les aires motrices, entre les aires de l'audition et les aires du mouvement, et qu'il suffit d'écouter pour que ces aires motrices se mettent en mouvement. C'est-à-dire, imaginez aussi que le mouvement est réel. Il y a même une expérience qui a été réalisée avec un piano muet. Donc, la personne joue du piano, mais aucun son n'est émis. Et là, dans le cortex auditif, il y a de l'activation. C'est encore la preuve que vous avez un point d'entrée dans un circuit qui s'est constitué entre le traitement de l'information auditive et le traitement du mouvement, et qu'il suffit d'entrer dans ce circuit par une entrée, soit auditive, soit par le mouvement, et vous réveillez l'ensemble de ce circuit que vous mettez en activité. Alors, les musiciens entraînés ont aussi une connectivité beaucoup plus dense dans le corps calleux. Le corps calleux, ce sont ces faisceaux de fibres là qui lient les deux hémisphères. Quand le musicien joue, il joue avec ses deux mains. Et là, si vous voulez, ces deux mains sont entraînées à la fois à être indépendantes l'une de l'autre, mais aussi à parfois faire des mouvements qui sont synchronisés. Et cette pratique-là, qui engage les deux mains et leur coordination, fait que le faisceau de fibres, eh bien, il devient beaucoup plus dense. Beaucoup plus dense, ça veut dire aussi que la gaine de myéline s'est développée pour exécuter des mouvements beaucoup plus rapidement. Et on voit que cet effet, il est aussi lié à l'âge du début de l'apprentissage. Plus l'apprentissage est précoce, et plus cet effet-là est marqué. Et ces modifications permettent une meilleure coordination des deux mains, évidemment. Il y a aussi une modification des voies qui partent du cortex moteur vers la moelle épinière, vers les motoneurones, qui eux vont commander les mouvements des muscles. Donc ce sont les voies cortico-spinales, du cortex vers la moelle épinière, chez le pianiste. On peut comparer ici un enfant non musicien. On voit que ces faisceaux de fibres, les axones, cette matière blanche, ces faisceaux-là sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire, voilà. Et si on les compare à un adulte non musicien, on ne peut pas dire qu'on voit une grosse différence.
Mais comparez l'adulte non-musicien à l'adulte musicien, vous voyez que ces faisceaux sont beaucoup plus denses chez l'adulte musicien, il s'est entraîné à bien exercer des mouvements fins, coordonnés, bien maîtrisés, rapides, sur le clavier du piano. Alors, la question se pose, ces modifications de substances blanches, est-ce qu'elles sont dues à l'entraînement ou à des prédispositions? C'est un peu, si vous voulez, la question de nature versus culture, un débat qui a animé la communauté scientifique pendant de très nombreuses années et qui continue. On peut aussi considérer que ça peut être nature et culture, sans les opposer. Alors voilà une expérience qui essaie d'apporter une petite contribution, de clarifier de ce sujet-là. Pardon, je ne suis pas sur le bon bouton, ça ne va pas marcher. Voilà. Ici, on s'intéresse dans cette étude au faisceau arché, qui est un tractus, un faisceau qui va relier les aires auditives du cortex aux régions motrices qui commandent le mouvement. Et ça, c'est ce qu'on observe chez un musicien instrumentiste de 65 ans versus un non-musicien. On voit que le faisceau de fibres, là, il est plus épais, plus dense. On va dire, c'est probablement parce que cette personne-là s'est entraînée à jouer d'un instrument. Mais peut-être que déjà, elle avait une prédisposition génétique qui a favorisé ces transformations. Alors, pour clarifier le sujet, on a examiné chez un enfant de 8 ans sans pratique d'instrument de musique, qu'on a scanné à 2 ans d'intervalle ce fameux faisceau. Et on voit ici à quoi il ressemble. À 2 ans d'intervalle, il ne s'est pas beaucoup transformé. On va le comparer avec un enfant de 8 ans avant et 2 ans après un entraînement musical sur un instrument à cordes. Et là, ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'on a bien une augmentation de la densité, de l'épaisseur de ce faisceau arché. Donc il y a encore une fois les aires auditives aux aires responsables du mouvement. Donc là, on a bien l'évidence que c'est la pratique en elle-même qui induit ces transformations. Ce qui n'élimine pas l'hypothèse que chez certaines personnes, il y a des prédispositions. Attention. Mais dans ce cas-là, on peut dire, on sait au moins que la pratique en tant que telle peut induire ces transformations. Alors finalement, la pratique musicale va entraîner, on l'a vu, une expansion des zones du toucher et du mouvement dans le cerveau, un élargissement des aires auditives, également plus de connexion entre les hémisphères, il y a le corps calleux, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans l'hippocampe, qui est très impliqué dans la mémorisation, eh bien, il y a des changements qui sont à la fois des changements fonctionnels, c'est-à-dire des zones d'activation beaucoup plus importantes, et des changements structuraux, puisque évidemment, lorsque l'on exécute un morceau de musique, des morceaux de musique, on fait aussi appel à la mémoire. L'expérience engrammée dans le cerveau, c'est aussi de l'ordre de la mémorisation. Alors, je vais passer rapidement, je ne vais pas la décrire dans le détail, cette diapositive, mais en fait, ce qu'elle montre, c'est que dans une revue, pour ceux qui s'intéressent au sujet récente, on passe en revue toutes les régions du cerveau qui sont transformées par la pratique musicale. On le voit, que ce soit dans les zones des fonctions exécutives, dans les régions frontales, c'est-à-dire anticipation, préparation, programmation des mouvements, dans les zones temporales qui traitent de la perception auditive, dans les zones de la mémorisation, on vient d'en parler, dans les zones de la sensibilité tactile et du mouvement, dans les zones de la vision, dans le cervelet lui-même, on a tout un tas de transformations, c'est-à-dire qu'on a des transformations généralisées, la plasticité cérébrale opère quasiment à tous les étages, à tous les niveaux, dans toutes les structures qui sont impliquées dans cette pratique-là, dans la pratique artistique. Mais on parle toujours des arts majeurs. Parlons aussi des arts dits mineurs. Que se passe-t-il? Eh bien, ce que là, on a pu observer, c'est que la pratique du jonglage a un impact sur les aires visuelles du cerveau. 6 semaines d'entraînement produisent une augmentation de l'ordre de 4-6% de la densité de la matière grise et de la substance blanche bilatéralement dans les aires visuelles du mouvement. On le voit ici. Vous voyez, c'est pas énorme comme entraînement. Et pourtant, vous avez des changements qui sont significatifs. La pratique des percussions
modifie la connectivité fonctionnelle au repos dans des régions du cerveau qui sont impliquées dans la coordination du mouvement, dans le traitement auditif, dans la gestuelle, la synchronisation, etc. Et là, c'est au repos. Qu'est-ce que ça veut dire au repos? Ça, c'est aussi quelque chose qui est récent dans le champ des neurosciences. On s'était traditionnellement intéressé aux activations dans le cerveau lorsque le sujet exécute une tâche, et là on dit ne faites rien. Vous êtes dans le scanner, ne faites rien. Et on observe que ne faisant rien, il y a pourtant des régions qui vont osciller, qui vont être activées simultanément. Et on parle de mode de fonctionnement par défaut et de réseaux de repos. Et les réseaux de repos, eh bien, ce sont ces réseaux qui se sont constitués, dont le maillage s'est établi. Ils ont construit un circuit qui est stabilisé anatomiquement. Vous voyez, et ces structures-là, qui sont liées fortement entre elles, eh bien, elles ont tendance à être coactivées, à être synchronisées, même au repos. Alors on parle dans ces situations-là, vous savez, le fameux vagabondage mental. On parle du vagabondage mental, on dit à la personne ne pensez à rien. En fait, quand on vous dit ne pensez à rien, vous pensez toujours à quelque chose. Hein. Et c'est d'ailleurs ce mode de fonctionnement du cerveau, suivant votre degré de préoccupation, il va faire que vous vous centrez sur vos problèmes. En fait, on vous dit ne faites rien, d'accord, mais moi je pense à des soucis. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui est très auto-centré. Ça peut être aussi le vagabondage qui donne libre cours à l'imagination. Parce que justement, vous n'avez pas de soucis sur lesquels focaliser votre attention. Hein. Eh bien, et ce phénomène-là peut favoriser la créativité, justement. Donc là, vous avez bien des circuits consolidés par la pratique des percussions, simplement. Les habiletés graphiques, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe du côté des habiletés graphiques. Là, c'est une étude qui documente chez des personnes leur capacité à reproduire une main ou bien cette construction, avec des degrés de réalisation plus ou moins corrects, plus ou moins aboutis. Eh bien, on observe que dans le groupe des artistes, ceux qui présentent un score d'habileté graphique plus élevé, on a une augmentation de matière grise dans le cervelet. Le cervelet qui est impliqué dans la coordination entre l'œil et la main. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard, c'est une transformation sélective, mais également dans le préclinéus, qui est une structure impliquée dans l'imagerie visuelle. Vous voyez, donc même, j'allais dire même, et pourquoi d'ailleurs dire même, ça ne devrait pas être restrictif dans ma manière de dire les choses, cette forme d'expression artistique induit aussi des transformations sur lesquelles elle s'appuie. Parce que ça va dans les deux sens. Plus je pratique et plus je consolide ces transformations, et plus ces transformations sont consolidées, et plus je vais devenir expert dans la pratique artistique. Alors ça, c'est un cas qui est un petit peu différent. C'est celui des ballerines. Les ballerines, elles ont besoin d'être moins sensibles au vertige, qui est lié aux rotations sur elles-mêmes, pendant la danse. Alors, cette étude-là, est intéressante parce que qu'est-ce qu'elle montre? Je reviens pas en arrière. On a proposé aux ballerines de s'installer sur un fauteuil rotatoire. Donc, on a fait tourner le fauteuil très vite, puis hop, on a arrêté le fauteuil. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez un réflexe qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire, qui sert à stabiliser l'environnement spatial. Vous bougez comme ça, les yeux bougent dans l'autre sens, de sorte que l'environnement ne bouge pas avec vous. Sinon, ce serait très déstabilisant, on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait rien faire, on aurait la nausée, le vertige. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on les met sur ce siège, on fait tourner, on arrête, et on mesure les mouvements oculaires qui sont produits. Évidemment, on mesure les mouvements oculaires, ici, et comment ils s'atténuent au fil du temps, et également la perception qui est la suivante, c'est qu'on fait tourner dans un sens et qu'on arrête brusquement, vous êtes dans le noir, hein, vous avez l'impression après que vous tournez dans le sens opposé. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de l'explication, c'est la mécanique vestibulaire, les détecteurs d'accélération de la tête. Mais ce qu'on observe, c'est que chez les danseuses, ces manifestations sont très atténuées par rapport aux personnes qui n'ont pas de pratique dans le domaine de la danse. Donc elles sont beaucoup moins sensibles au vertige. Elles ont appris à maîtriser leur vertige pour pouvoir être beaucoup plus performantes dans la pratique de la danse.
Et on observe chez elle une diminution de densité de la matière grise dans la zone du cervelet qui traite les informations sur les accélérations du corps, c'est-à-dire les informations vestibulaires. Donc vous voyez, on a là un effet un peu inverse de ce que j'ai montré jusqu'à présent, mais qui est complètement adaptatif. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais finir sur le joli tableau du peintre franco-chinois Xu Techun, qui s'inscrit dans le courant d'un graphisme lyrique. Et c'est effectivement, parce qu'on regarde ce tableau, on peut se plonger et imaginer un tas de choses qui sont de l'ordre à la fois de la couleur, comme une sorte de musicalité aussi, dans cette expression artistique. Alors n'oubliez donc pas que le cerveau, en fait, comment dire, il va adapter quasi systématiquement, au fil du temps, ça peut être très rapide, ces ressources neuronales ont besoin des situations données. Il va ajuster nos ressources en fonction de l'urgence d'une tâche, de son importance dans notre répertoire comportemental, de son importance dans notre vie cognitive et affective. C'est donc, tout ce que je vous ai montré là, c'est la manifestation des capacités d'adaptation cérébrale. Merci encore. Alors, on a temps de 3 questions, si vous en avez. Bonjour et merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de me restreindre. J'ai pratiqué le piano, j'ai enseigné le piano. J'ai remarqué que j'avais quand même des élèves qui étaient plus doués les uns que les autres. Il y avait pourtant la volonté de jouer au piano, ils voulaient, mais ça passait pas. Et d'autres, ça passait très bien. Deuxième chose, c'est que j'avais un prof de piano qui était un très bon prof qui a théorisé sur l'enseignement du piano et qui disait que si tu veux jouer vite, apprends à jouer lentement. Donc, pour prendre conscience du mouvement, pour après finalement l'automatiser, mettre dans une banque je sais pas, d'aptitudes qu'on a qui se déclenche tout seul. Mais ma question, c'est que il y a la volonté, c'est-à-dire le désir de faire quelque chose, comment dire ça, où se situe la conscience qui fait que je ne sais pas jouer au piano, mais j'aimerais jouer au piano, et qui va faire en sorte que une intention se produise, qui va ensuite provoquer tous les mécanismes que vous avez décrits, d'interconnexion, de développement d'air et tout ça. Comment est-ce qu'on peut définir cela? Et dernière petite question, vous parliez du singe qui n'avait pas besoin, des petits singes qui n'avaient pas besoin d'utiliser leurs doigts spécifiquement indépendamment dans leur biotope. En quoi la sensibilité artistique nous aide-t-elle d'un point de vue évolutionniste? En quoi la sensibilité artistique nous aide-t-elle d'un point de vue évolutionniste d'adaptation à notre biotope? Bon, alors pour la première question, je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi, mais ce que vous évoquez, c'est la question de la motivation finalement. Mais vous la mettez en lien avec un certain degré de conscience, parce que j'ai entendu le mot conscience. Oui, parce que à la volée comme ça, je n'ai pas trouvé d'autres mots, je n'avais pas d'autres mots dans ma besace, mais il y a un moment donné où c'est comme la douleur, on sait que la douleur, c'est pas bien, parce que donc, quand on a mal, il y a quand même quelque chose qui se dit que la douleur, on n'est pas une douleur, on ressent une douleur, mais on veut s'en débarrasser. Donc il y a quelque chose qui estime que la douleur n'est pas désirable. Et est-ce que c'est pas la même chose aussi qui fait que tiens, j'ai envie de savoir jouer au piano ou de peindre, ou peu importe, et qui fait que je ne l'ai pas et je fais l'effort qu'il fait pour l'avoir. L'effort qu'il faut, pardon, pour l'avoir. Je ne sais pas s'il y a une vraie question derrière, mais en tout cas, ce que vous évoquez là, c'est la question à la fois de la motivation et de l'intention. Ce que moi je sais des expériences scientifiques sur la plasticité induite par l'expérience, c'est que sans motivation, il n'y a pas de transformation. Mais elle vient d'où la motivation? Pardon? Elle viendrait d'où la motivation d'un point de vue... Motivation, vous allez chercher les racines de la motivation dans le vécu, dans l'histoire de l'individu, dans ses influences culturelles, dans son parcours de vie. Tout ça, c'est hyper complexe. On ne peut pas, comme ça,
dire c'est ceci, c'est cela, et c'est pas ceci ou c'est pas cela. Chaque personne a son parcours individuel qui va faire que, exposé à un milieu culturel particulier, eh bien, va développer ce désir par imitation pour aussi se construire individuellement. Elle va avoir envie de pratiquer éventuellement d'un instrument. Ou alors quelqu'un qui se dit non mais dans mon milieu on m'a jamais appris ça présente un défi et j'ai envie de relever ce défi. Enfin, les sources de motivation sont multiples. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi j'ai un frère qui est complètement rétif aux arts, par exemple, et nous avons eu la même éducation. Et moi je fais de la photo et oui. Alors là moi j'ai une théorie particulière. Bon, je vais peut-être pas l'exposer, mais je pense que quand on est deux frères, on a une fratrie, on se construit par différenciation. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun doit être reconnu pour ce qu'il est, et il est important d'être différent. C'est pour ça que souvent les parents disent, mais j'ai deux garçons, on va dire la même chose, d'ailleurs, j'ai deux garçons, j'aurais donné la même éducation, ils sont tellement différents. Oui, mais quand les enfants se développent, ils ont besoin qu'on les reconnaisse comme des individus très différents. Alors chacun trouve ce qui est à sa portée pour se construire différemment, pour être reconnu avec sa propre individualité. Vous voyez? Donc l'appétence pour les arts, ben vous l'avez eu, votre frère ne l'a pas eu, peut-être que c'est volontaire de sa part, peut-être pas, j'en sais rien, il faudrait creuser le sujet, vous voyez, mais c'est difficile de répondre d'une façon générale et de manière catégorique. Et je m'en garderai bien. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre conférence. Est-ce que la question de notre ami pianiste n'est pas plutôt la place de la volonté dans l'impact sur le cerveau qui fait la différence entre quelqu'un qui a envie, et apparemment ça doit être c'est ça, quelqu'un qui a envie et qui se donne, et comment ça fonctionne au niveau cérébral pour arriver à passer le cap? Est-ce qu'il y a une zone qui est impactée? Alors, alors là, ce que vous évoquez, effectivement, peut-être monsieur, c'est ce que vous vouliez dire, désolé si j'ai mal compris, mais dans le cerveau, on a identifié une zone, un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense. En fait, c'est un circuit qui comprend plusieurs zones qui sont impliquées dans l'évaluation de la valeur hédonique d'une certaine situation, de plaisir ou de déplaisir, qui va essayer de déchiffrer les émotions qui peuvent être rattachées à une certaine expérience, qui va faire qu'on va prendre le risque de, ou au contraire, on ne va pas se lancer parce qu'on s'attend à du déplaisir, voire même une punition. Et en fait, ce circuit de la récompense, une fois qu'il est enclenché, eh bien, il va créer de la motivation, de l'envie et un plaisir par anticipation, qui ne sera pas forcément d'ailleurs la réalité. Mais au moins, c'est la représentation qu'on peut en avoir. Et si le système s'emballe, on va carrément vers l'addiction. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un peu ce circuit-là, avec le précuneus, l'aire tegmentale ventrale, l'insula, l'amygdale, qui sont toutes impliquées dans la façon dont les émotions peuvent être traitées et comment on peut s'attendre à ce qu'une situation soit une source de plaisir ou pas. Voilà. Il y a d'autres questions derrière. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais aimé avoir un commentaire sur... Là, on a vu que la pratique des activités entraînait des modifications structurelles, anatomiques. Est-ce que, à quel point ça peut entraîner aussi un transfert de compétences vers une autre activité qui s'appuie sur les mêmes structures? Est-ce que, parce que j'ai développé ma sensibilité fine au niveau des doigts, parce que j'ai joué du piano, ça va m'aider dans une autre activité qui nécessite une sensibilité fine? Vous pourriez juste répéter plus lentement, j'ai du mal à comprendre. Désolé. Donc, est-ce que la modification structurelle liée à la pratique d'une activité entraîne un transfert de compétences dans une autre activité qui s'appuie sur les mêmes structures? Je vois. Alors, oui, c'est possible dans certains cas. Et je généraliserai avec un phénomène qu'on a appelé l'effet Mozart. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, chez les musiciens qui ont une pratique soutenue de la musique, il semble qu'il y ait un transfert des compétences qui sont mises en œuvre dans la musique pour déchiffrer, pour déchiffrer les partitions, pour exécuter les partitions, pour se faire une représentation abstraite, qu'il y a un transfert vers des compétences langagières, des compétences de raisonnement et des représentations spatiales également.
Donc une pratique artistique peut avoir des influences dans des processus, sur des processus plus cognitifs, si vous voulez. Donc ça c'est un cas de transfert. Maintenant, du point de vue sensorimoteur, ce que vous appelez un transfert ne peut pas se faire en tant que transfert, c'est-à-dire on va déplacer une compétence d'ici à là. En fait, s'il y a transfert, c'est qu'il y a un lien déjà. Il y a un lien anatomique et fonctionnel. S'il y a totale indépendance des situations, des fonctions, il n'y aura pas de transfert. Merci. Ensuite, merci. D'après ce que j'ai compris, donc, vous parliez d'un cerveau immuable, comme si à un moment donné on avait telle quantité de neurones et après finalement on en perdait. Et on se rend compte que par exemple dans le cas d'AVC, quand il y a eu tout un réseau neuronal de toucher et perte, il y a un réseau annexe qui va pouvoir être mis en place, donc cette plasticité neuronale. Est-ce qu'elle est créée justement parce que vous disiez que s'il y a stimulation, finalement il y a des neuromédiateurs et que donc ça va appeler à créer plus de récepteurs et donc plus de dendrites, et en fait ce serait il y aurait la plasticité neuronale, ce serait pas d'autres neurones mais plus de dendrites. Mais plus de dendrites? Oui, plus de liens, plus de connexions, plus de maillage entre les neurones. Mais votre question m'a semblé qu'au début elle tournait autour de quelque chose qui est de l'ordre de la compensation, oui, dans le cas d'une atteinte, une fonction d'une atteinte cérébrale par exemple, comme un AVC par exemple, une tumeur. En effet, c'est un phénomène qui est bien connu. Il y a justement, dans la mesure où des fonctions ne s'appuient pas que sur une seule région du cerveau, mais sur un ensemble de structures qui sont en interrelation fonctionnelle. Lorsqu'une des structures du réseau est détruite ou impactée par une lésion, par exemple, eh bien les autres structures vont voir leur fonctionnement transformé pour tendre à compenser les déficits qui sont induits par la lésion elle-même. Alors il y a un phénomène qu'on appelle l'eudiaschisis, qui a été démontré par von Monachov dans les années 40, il me semble, de mémoire, je peux me tromper. Mais ce phénomène, c'était que quand il y a une atteinte cérébrale, les symptômes que l'on observe ne sont pas les symptômes qui sont liés à la spécialisation fonctionnelle de la zone détruite, mais ils témoignent de la déstructuration du fonctionnement de toutes les structures qui sous-tendent la fonction. Vous voyez? Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la récupération fonctionnelle se développe au cours du temps, parce que justement les autres structures impliquées dans la fonction et impactées par la lésion vont se réorganiser pour sous-tendre la récupération. Donc ça, c'est le phénomène de dissipation de diaschisis. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les phénomènes de substitution intersensorielle qui permettent, lorsque plusieurs sens sont impliqués dans une fonction donnée, si un sens est touché, les autres sens vont avoir tendance à s'organiser pour compenser les déficits sensoriels. Et tout ça, c'est grâce aux restructurations anatomiques, à la densification des liens, aux échanges, au renforcement synaptique entre les zones qui restent impliquées dans la fonction. Alors, on a le temps pour une dernière question. Alors j'ai une question qui va peut-être taper un petit peu à côté. Je ne sais pas si, comme vous avez abordé peut-être plus de sujets en relation avec la motricité, alors moi je partirais, ma question part d'une observation quasi clinique, qui est par exemple que, moi je ne suis pas musicienne, j'ai un conjoint qui l'est, mais qui au bout de pratiques acharnées de plusieurs années, entend toujours aussi mal, ce qui est très embêtant pour jouer d'un cuivre. Et en revanche, j'ai deux enfants qui, quand une chaise couine, sont capables de dire quelle note en fait a été produite. Donc je pense que c'est ce qui rentre un petit peu dans la question de l'oreille absolue.
Ma question, justement par rapport à ce qui est inné et acquis, là on se situe plutôt dans quelle problématique, à savoir que certaines personnes qui ont un apprentissage long ne domptent pas certains aspects de la musique, alors que chez certains ça paraît peut-être un peu plus inné en l'occurrence. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau en fait, de cette justesse des tonalités perçues par telle ou telle personne ou pas? Vous pouvez répéter la question? Alors, la question, c'est par rapport à la question de l'inné et de l'acquis, sur la, oui, j'ai compris. Voilà, sur la justesse, par exemple, de la perception de son. Oui, mais la question c'est quoi? Donc, au niveau de l'oreille absolue, comment ça se passe? Parce qu'il semblerait que ce n'est pas qu'un problème d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe justement chez les personnes qui la développent quasi physiologiquement en fait? Qu'est-ce qui se passe chez la personne qui la développe? Comment? Vous parlez plus près du micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Chez certaines personnes, on dirait que cette aptitude en fait, à entendre très bien les sons et la justesse des tons vient quasi naturellement en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est étudié en particulier? Ma question c'était de comprendre en fait comment ce processus se met en place de manière naturelle ou pas en fait. Pas clair. J'avoue que j'ai vraiment un problème d'audition parce que je ne comprends pas bien la fin de la question. Ça vous dérange pas de vous approcher? Là? Oui, enfin, soit du micro, soit de moi, parce que je ne comprends pas là. Je m'approche, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, je vais essayer d'être un peu plus clair, puisque je pense paraître. Je remarque dans mon entourage la présence de personnes qui ont des capacités à identifier des sons de manière très pertinente, à les discriminer. Et chez certaines personnes qui ont une pratique instrumentale longue, une incapacité en fait, à identifier les sons. En fait, c'est la question de l'inné de l'acquis que vous soulevez au départ. De l'inné de l'acquis et de quelles structures sont impliquées et comment on explique en fait cette différence interindividuelle en fait. Alors ça, je ne sais pas comment répondre de façon suffisamment précise. Évidemment, ça veut dire que dans les aires du cortex auditif en particulier, le cortex auditif primaire, il n'y a pas la même capacité à discriminer les fréquences les unes des autres. Et ça, ça peut être quelque chose il peut y avoir des prédispositions pour une meilleure discrimination. C'est quelque chose que vous pouvez améliorer par l'expérience, mais peut-être que cette expérience a un effet de plafond, si vous voulez, qui fait qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous avez un peu les limites de la plasticité induite par l'expérience, finalement. Voilà. Désolé, hein, je ne peux pas être beaucoup plus précis. Merci beaucoup. Alors, la conférence pour ce matin s'est terminée. On se retrouve au buffet à l'entrée de la fac avec tous les spectacles. Et après, à 15h, on aura la troisième conférence. Merci beaucoup.